Amis de YouTube, bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo qui est un peu différente. Je vous remercie beaucoup de me suivre. Je suis très content, on dépasse 1000. Je suis très content et je remercie ceux qui m'accompagnent dans ma démarche également. Alors aujourd'hui, on va prendre une petite orientation différente. On va bifurquer, on va aller un peu plus sur les animaux, sachant que Jung est derrière et que quelque part, vous pouvez toujours vous référer à Jung par rapport aux animaux. C'est une réflexion qui est assez simple, c'est sur la notion de liberté. Est-ce que les animaux, comme nous, parce qu'on est des espèces, les hommes c'est une espèce, les animaux il y a plein d'espèces, on a le droit à la liberté. Alors simplement je vais démarrer par quelques chiffres qui ne sont pas très glamour, qui ne sont pas très marrants, alors je les ai notés. Les tortues sont quasiment en voie d'extinction, les loutres, les rhinocéros, les fauves, les éléphants, les singes, les ours, les lynx, les gorilles, les espadons, les panthères, les léopards. C'est une perte de 60% des animaux sauvages de 1970 à 2014. 60%. Au niveau des oiseaux, remarquez bien le ciel. Il y a de moins en moins d'oiseaux. Depuis 1990, donc vous voyez, ça fait peu de temps, on a perdu à peu près 30% de nos oiseaux. Donc vous voyez, les animaux qui me sont proches, les Grecs les appelaient les messagers des dieux. Ça serait peut-être bien de savoir, et d'en parler un peu, de savoir s'il faut s'efforcer à les rendre heureux, libres, ou la captivité. Alors qui dit captivité dit zoo. Alors les zoos, c'est une manière très pratique d'augmenter la protection, d'augmenter bien entendu l'aspect des soins, l'aspect nutritif, de maintenir la reproduction. Ça peut être aussi au niveau d'éviter certains animaux en voie de disparition. Les zoos augmentent l'espace. C'est vrai que depuis 1945, ils étaient en perte de vitesse et les zoos ont augmenté l'espace, les soins, l'observation. Entre guillemets, je me pose la question de savoir si on peut observer un animal en captivité ou pas. Alors, je ne suis pas pour ou contre les zoos, vous serez capable de faire vous-même votre opinion. Je n'ai jamais donné un conseil, je ne vais pas commencer aujourd'hui, vous ferez votre opinion vous-même.
Alors bien entendu, la spécialité des zoos maintenant, c'est des grosses machineries. Vous aviez le zoo par exemple de Beauval. Alors il y a des restaurants, il y a des hôtels, c'est un peu l'Euro Disney, un petit peu des zoos, 40 hectares, 3000 animaux, 800 espèces, c'est énorme. Alors il y a quand même une question que je dois poser, c'est l'origine. Alors l'origine, Monsieur Cherry, fondateur de l'association Callaway, il disait que tout animal sauvage doit être enregistré. Ça s'appelle un studbook. Et à travers l'enregistrement, si vous voyez wild boat, c'est-à-dire qu'il était capturé. Si vous voyez origine inconnue, donc pas white-born, mais origine inconnue, là on peut se questionner. Donc si vous voulez, ces zoos, ils sont grands, ils ont des avantages, il n'y a aucun problème, et aussi il faut parler des saisies. Au niveau de l'évolution de ces zoos, c'est des gros mastodontes, comme je viens de vous le dire, qui ont des avantages et des inconvénients. Donc j'ai brossé le tableau des zoos. Maintenant, qu'en est-il par rapport au public ? Eh bien, le public, à mon avis, mais c'est que mon avis, il y a deux types de public. Il y a les enfants. Les enfants, ils rêvent, ils sont heureux, ils voient les zoos et ils n'ont pas cet esprit critique qui fait que, quelque part, ils sont en captivité. Ils sont heureux d'avoir vu un panda, heureux d'avoir un tigre, un zèbre. Ils sont heureux, ils baignent de bonheur. Pour les parents, ce n'est que mon avis. Pour les parents, je crois qu'il y a un double jeu. Je crois qu'ils sont contents de voir les animaux et surtout contents de voir leurs enfants heureux, mais je ne peux pas éliminer le fait que, quelque part, il y a quand même une certaine culpabilité. Et je me rappellerai toujours quand j'étais jeune, j'avais été au Jardin des Plantes et j'avais vu un gorille dans sa cage. Quelle tristesse dans ses yeux. Alors, les zoos, si vous voulez, je vais faire un parallèle. Je n'ai pas du tout dire que c'est pareil, mais ça me fait penser à quelque chose qui est très récent, qui est de 1810 à 1940, c'est les zoos humains. C'était quoi les zoos humains ? Eh bien, les zoos humains, c'est-à-dire que c'était des zoos où on amenait les sauvages. Alors là encore, on retrouvait deux choses. Je fais des analogies, je ne dis pas que les zoos humains, c'est Beauval. Je ne dis pas du tout ça, mais il y a des analogies quand même qui sont à noter. La première chose, si vous voulez, c'est que d'abord, les sauvages étaient en cage. Et puis après, on a trouvé que c'était pas bien et on a augmenté l'espace de telle manière qu'ils aient plus d'espace et qu'il y avait des familles, on venait les voir. On venait voir les sauvages. Ce qui est très intéressant, et là je redeviens jungien, c'est que le sauvage fait peur quand on est en insécurité. Quand on est en sécurité, le sauvage est source d'attraction. C'est très marrant comme la peur se transforme en fascination lorsque l'observateur, le blanc en l'occurrence, peut voir les sauvages dans les cages ou dans les villages. Et ce qui est très étonnant aussi, c'est que quelque part, il y a eu les deux orientations. La première chose, c'était la découverte du sauvage, comme on découvre des animaux sauvages. Et ensuite, il y avait l'observation. Et là, encore une fois, est-ce que l'observation d'un homme captif, si vous voulez, est pareil qu'un homme dans son habitat naturel ? Alors, il est bien entendu que ça, c'était dans la même espèce, puisque les zoos humains, c'est la même espèce, tandis que dans les animaux, bien entendu, il y a des tas d'espèces différentes. A contrario, maintenant, il y a un nouveau courant qui est tout à fait privé également, qui est l'opposé des zoos. C'est-à-dire que c'est un courant qui aura tendance à racheter des zoos,
soigner les animaux à l'intérieur pour s'orienter, si vous voulez, vers deux axes. L'axe de la réhabilitation et l'axe, bien entendu, de la sanctuarisation. Alors, c'est complètement absurde de penser que ces gens prennent des animaux pour les relâcher dans la nature, ce qui sera un échec. Ça, c'est un raccourci, je trouve, qui vient de la part des détracteurs. Parce que les zoos ramènent de l'argent. Entre parenthèses, ce que je n'ai pas dit, c'est que le zoo de Beauval, en 2018, je crois, c'est 1,5 million de visiteurs. À 30 €, ça fait quand même 45 millions de bénéfices. Donc, une histoire d'argent. Au même titre que les zoos humains, on ramenait de l'argent également. Mais je passe sur ce détail-là parce que vraiment, ça vaut peut-être pas le coup d'insister. Alors, qu'est-ce que c'est que ces nouveaux organismes ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, ils prennent soin des animaux, ils rachètent des zoos, ils vont vers la réhabilitation. Qu'est-ce que c'est que la réhabilitation ? Une panthère de l'Himalaya, par exemple, le centre de la réhabilitation sera en Himalaya. C'est-à-dire que le centre de réhabilitation, c'est un centre où on accueille l'animal. Si les conditions sanitaires, psychologiques, infectieuses sont bonnes, bien entendu, et comportementalistes, il faut que l'animal soit enclin à être réensauvagé. Donc on passe par ces centres de réhabilitation et là il se donne 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour essayer de remettre dans la nature ces animaux. C'est ce qu'on appelle des centres de réhabilitation et je le redis, qui sont toujours dans les zones d'origine de naissance de ces animaux sauvages. Si le réensauvagement n'est pas possible, arrive le sanctuaire. Qu'est-ce que c'est qu'une sanctuarisation ? C'est un espace énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, un sanctuaire, Beauval fait 40 hectares, un sanctuaire fait 1600 hectares. C'est clôturé, mais 1600 hectares, ils peuvent récupérer une certaine liberté, uniquement des rangers, interdits au public. Et là, l'avantage, c'est que quelque part, le braconnage est plus difficile. Alors, je suis également conseiller municipal adjoint à une délégation animale où j'essaye un petit peu de m'orienter vers cette attraction des enfants au niveau, par exemple, de programmes scolaires, de ce qu'on appelle du programme scolaire au niveau de la pause méridienne pour qu'ils puissent observer en quelque sorte ces animaux par des vidéos. Ils vont être capables de voir que les animaux sont capables d'apprentissage, de langage, de transmission, de jeu, du jeu du collectif. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est hyper intéressant, c'est que lorsque vous voyez une chienne qui va nourrir des petits chats, c'est deux espèces différentes, mais c'est quand même une belle leçon de racisme, sans pour autant l'évoquer verbalement, mais en le voyant. Donc si vous voulez, et c'est ce que j'essaye de faire, et puis j'essaye d'insister sur que les animaux sont capables de produire de l'ocytocine, de l'hormone du bonheur, sont capables un petit peu d'avoir des transmissions que l'on n'a pas, infracliniques en quelque sorte, sont surtout capables de s'orienter dans l'espace, on ne sait pas comment, et en plus sont capables de jouer avec les notions de temps. Là, je vous fais référence à toutes les vidéos que j'ai faites sur les animaux. Donc, si vous voulez, ces deux points de vue sont des points de vue qui touchent l'éthique. L'éthique de grec vient de mœurs.
du latin, ça vient de mores, qui veut dire mœurs. En fait, qu'est-ce que c'est l'éthique? C'est le bien agir. Et en fait, quand je vois les Grecs qui disaient que les animaux étaient un petit peu les messagers des dieux, je trouve que les animaux, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ils donnent un don. On est heureux de les voir, les animaux sauvages, c'est vrai. Quelque part, c'est pas un cadeau, mais ils nous font un cadeau de bonheur. Ils sont assez clairs, assez nets, ils manipulent pas, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'aigreur. Je trouve que les animaux, à travers la multiplicité de toutes les espèces, sont des exemples un petit peu à suivre. Donc la question, si vous voulez, sans être naïf, encore que la naïveté est une grande qualité chez les gens corticalisés, le problème, si vous voulez, c'est que je pense que vous avez tout à fait compris, je n'ai pas besoin en quelque sorte de vous donner les conseils, comme je l'ai dit au début, c'est à vous de réfléchir, c'est à vous de prendre du recul, c'est à vous de faire un choix. Je pense que là on est à un clivage, une zone de clivage. Est-ce qu'on se met à la place de l'autre? C'est de l'empathie, sans faire bien entendu du mimétisme, ou se mettre à la place de l'animal en étant un animal, l'anthropomorphisme, pas du tout. C'est un moment de clivage. Est-ce qu'on se passe de l'animal en préférant qu'il soit libre, ou est-ce qu'on va voir ces animaux dans ces eaux où ils sont captifs? C'est une réflexion, je vous la laisse la prendre, cette décision. Elle est lourde de conséquences, soit les eaux, mais 40 hectares, soit les sanctuaires, 1600 hectares, peut-être très utopique de ma part. Ça sera à vous de faire le choix. Toutes les photos que vous allez voir les unes après les autres vous aideront peut-être à prendre du recul et à prendre votre choix, à faire votre choix, excusez-moi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est une vidéo totalement à part, mais c'est un peu le fondement de l'éthique, se mettre à la place de l'autre. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo, qui est un sujet grave, vous permettra d'admirer les animaux. Je vous remercie. Au revoir.